Dans ce café feutré de la presqu'île, quand la pluie collait les vitrines et que le parfum de brioche chaude flottait comme une promesse, une phrase a tout cassé. J'ai été payé pour mentir, a soufflé Rosine, la gouvernante noire que la ville connaissait seulement de loin. Et le murmure s'est transformé en fracas. Les couverts tintèrent, les tasses tremblèrent, et pour un instant, la lumière au-dessus du comptoir a semblé trop crue. On aurait pu croire à une confession privée, mais la phrase est sortie dans un micro, en direct, devant une journaliste et une caméra. Le silence qui a suivi était dense, presque tactile, comme un rideau humide qui retombe sur une salle entière. Rosine, les mains encore humides d'eau de vaisselle, avait le visage éclairé par la lueur des écrans. Son regard était une contrée qui refusait d'être brouillée. Elle aurait pu se taire, retourner derrière les portes ménagères, mais au lieu de se recroqueviller, elle a choisi d'éclairer un coin sombre qui affectait plus de vie qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. « Je ne veux pas rester complice », a-t-elle dit. Un enregistrement amateur, posté par un client au téléphone, a commencé sa course folle. Il y avait dans l'air l'odeur âpre du café, le froissement des journaux, le grain chaud de la voix de Rosine et une tension comme de la soie trop tirée. Cette phrase n'était qu'un début, mais elle a suffi pour que la presse locale parle d'un possible scandale. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé ensuite et pourquoi ça a fait trembler une fortune? Restez jusqu'au bout parce que ce que vous allez entendre ne concerne pas seulement une femme et un divorce. C'est une histoire sur la dignité et sur la manière dont une ville a choisi de se défendre. Le premier réflexe de ses collègues fut immédiat et concret. Léa, la jeune aide ménagère qui rangeait les tasses, a attrapé la main de Rosine en pleurant sans bruit. Malik, le chauffeur qui venait de déposer une livraison, a posé sa casquette sur la table comme un bouclier. Sylvie, la cuisinière, a serré les lèvres en regardant les écrans. Les dialogues se sont enchaînés, rapides, chargés d'air et d'émotion. Léa a demandé « Tu es sûre de ce que tu dis ?» et Rosine a répondu « Chaque mot ». Malik a murmuré « Ils ne vont pas laisser ça passer ». Et Sylvie a ajouté « Ils nous ont déjà demandé de garder le silence, de fermer les yeux ». Léa a dit « On doit te protéger ». Et Rosine a répliqué « Je ne veux pas qu'il me protège en m'avare ». Malik a posé une main sur l'épaule de Rosine et a dit « Alors on marche avec toi ». Sylvie a renchéri « On ne laissera pas que la vérité soit achetée ». Les voix étaient brèves et fortes, comme des battements de tambour. Dans l'arrière-salle, le parquet craquait, l'odeur du savon neuf se mêlait à l'odeur de cuir des sacs à main et le bruit de la pluie contre la vitrine donnait lieu à un son de longueur infinie. Les collègues ont commencé à filmer, non pour la diffusion, mais pour garder une trace, parce que la mémoire collective commence parfois par une image tremblée. Ce premier cercle de solidarité a été le véritable socle, un soutien humain et immédiat, tangible comme une couverture sur des épeus glacés. Les noms des premières personnes qui ont choisi la loyauté ont été chuchotés ce jour-là. Léa, Malik, Sylvie. Leur indignation a chauffé l'air comme une bouilloire prête à siffler. La décision de ne pas laisser la chose s'éteindre est venue ensuite, décision nette, presque mécanique. Il a fallu formaliser la plainte, trouver une voie légale, contacter un lien associatif et traduire la colère en action. Rosine a appelé Antoine, l'avocat d'une petite ONG du quartier qui travaille avec les travailleurs domestiques, et il a répondu avec calme et méthode. Fatou, une militante locale, a proposé de réunir une réunion publique au centre communautaire. Marcel, le voisin et ancien journaliste, a promis de vérifier les papiers et de fouiller les archives pour retrouver contrats et messages. Claire, qui tient la boulangerie au coin de la rue, s'est engagée à faire circuler pétitions et affiches. Nadia, une ex-employée du milliardaire, a accepté de témoigner anonymement. Me Dupont, un avocat réputé pour défendre des cas médiatiques, a proposé d'examiner les pièces. Camille, une journaliste indépendante, a appelé pour dire qu'elle voulait enquêter. En tout, 8 noms qui ont commencé à tisser un réseau, comme on assemble un filet. Cette phase a aussi introduit un premier moment de tension qui a flotté comme une menace latente. Le milliardaire, Laurent Vial, a tenté d'acheter le silence non seulement de Rosine, mais de plusieurs témoins. Rosine a expliqué dans un souffle « Ils m'ont proposé de l'argent, une somme que je n'ai jamais vue de ma vie. » Et la voix d'Antoine s'est raidie. Si c'est vrai, c'est plus qu'un délit, c'est une corruption d'éléments de procédure. Ce passage a été court mais crucial, une première fissure dans le mur de protection que l'argent avait bâti. La formalisation a permis de convertir l'indignation en dossier, et le dossier a commencé à bouger, lentement, avec la précision d'une horlogerie. Preuves rassemblées, témoignages consignés, demande d'accès à des documents envoyés. La ville a senti que quelque chose d'implacable se mettait en marche.
Rosine n'était pas née dans le luxe. Sa vie avant le palais avait été faite de travail, de sacrifices et d'une volonté inébranlable de garder la tête haute pour ses enfants. Elle est arrivée en France il y a 15 ans, après un voyage long et douloureux depuis sa région natale, avec 2 valises et la promesse de donner à son fils une éducation que ses parents n'avaient pas pu offrir. Elle a travaillé dans des maisons, des hôtels, des chambres d'hôpital, apprenant à connaître les silences des riches et les habitudes des puissants. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, sentait la rosée sur ses chaussures, buvait un café trop noir et comptait ses petites économies. Son histoire personnelle tient en 3 petits récits qui se répondent. Le premier parle du foyer qu'elle n'a jamais eu à elle, de la douceur qu'elle cherchait dans les gestes simples et qu'elle retrouvait parfois dans les sourires d'enfants. Le deuxième raconte les années auprès de la famille Vial, où elle a appris à lire les plis des chemises, à prévoir les silences, à dissimuler ce qu'on lui demandait de dissimuler. Le troisième récit, plus récent, porte la lourde vérité du mensonge payé, de la corruption du quotidien et du poids sur sa conscience. Ensemble, ces 3 bribes donnent une image complexe d'une femme déterminée à réparer les torts qu'on lui a demandé de couvrir. Pendant ces paragraphes, la voix est intime, comme si l'on collait l'oreille à un coffre ancien pour entendre sa clé tourner. La backstory arrive à une longueur suffisante pour que l'on comprenne que la décision de parler n'est pas un éclat soudain, mais la conséquence d'années de fatigue morale. Rosine a répété « J'ai caché des lettres, effacé des messages, dit des choses qui n'étaient pas vraies ». Et dans la bouche d'Antoine, la réponse a été « La loi existe pour protéger la vérité, même si la vérité dérange les coffres-forts ». Cette partie de son histoire, dense et personnelle, a permis à la communauté de voir qu'il ne s'agissait pas d'un caprice, mais d'une reconstruction de dignité. La mobilisation a pris forme publique quand le journal local a publié un article titré « La gouvernante qui a choisi la vérité ». Les premières pages ont retranscrit des extraits des témoignages, des photos floutées, des citations directes. Camille a signé l'enquête et a expliqué le protocole de vérification, décrivant comment sont demandés les documents, comment les échanges entre avocats et témoins sont protégés. Dans les coulisses, un journaliste technique a décrit la procédure d'accès à des contrats privés et la manière dont une société peut être contrainte par une commission d'enquête municipale à produire des preuves. Les voisins ont réagi. « C'était inattendu », a dit Claire. « On la connaissait comme une femme douce, pas comme une lanceuse d'alerte. » Et le boulanger a ajouté « Maintenant, on comprend la somme d'ingrats dans ces maisons. » Le reportage a précisé le rôle des associations et a cité des représentants du syndicat des travailleurs domestiques qui ont appelé à la prudence, mais aussi à la justice. Un article du journal a provoqué une cascade d'appels pour témoigner et a forcé les autorités à confirmer l'ouverture d'une vérification administrative. Le détail technique sur la saisie de documents par écrit et les délais légaux a rassuré certains et inquiété d'autres, mais il a surtout donné une légitimité au mouvement qui commençait à se former dans la rue. Une fois l'histoire publiée, le réseau en ligne a transformé la parole en onde de choc. Sur les réseaux sociaux, la vidéo de Rosine a été partagée avec la hashtag Dignité Rosine, et en quelques heures, le post a été repris par des figures locales. Mathieu, un animateur radio, a relayé le témoignage et a encouragé les auditeurs à appeler la station avec leur récit. Sophia, une vidéaste connue pour ses documentaires engagés, a publié un court clip qui montrait des fragments de la vie de Rosine et appelait à la solidarité. Le collectif Dignité, un groupe d'activistes, a créé une page dédiée pour recueillir des témoignages de travailleurs domestiques. Les messages se sont multipliés. « Je l'ai vu, on ne doit pas laisser ça, nous sommes avec toi », inondaient les commentaires. Un post particulièrement incisif reproduisait mot pour mot la scène du café, décrivant la chaleur du lieu, le bruit des tasses, le claquement du parapluie et se terminait par cette injonction. Partagez si vous pensez que la dignité vaut plus que l'or. Les soutiens en ligne ont fourni non seulement des mots, mais aussi des ressources. Une cagnotte pour aider Rosine lors du procès, des contacts juridiques, des offres de logement temporaire pour protéger les témoins. En moins d'une journée, la page avait attiré des centaines de messages de soutien et plusieurs vidéos de témoignages. Ce passage a transformé une affaire personnelle en cause publique et le nombre d'alliés numériques a donné au mouvement une portée que la rue seule n'aurait jamais atteinte. Le point culminant est arrivé le jour de la marche. La place devant le palais de justice était un océan de visages et d'affiches. La texture des banderoles froissées, l'odeur de pluie mêlée à celle des sandwichs distribués, le son grave des tambours, le froissement des pancartes et le souffle froid du matin ont composé une scène sensorielle intense. Les dialogues entre organisateurs et manifestants ont été nombreux et denses. Rosine s'est avancée vers Laurent Vial, le milliardaire, entouré de sa communauté, et les échanges ont été publics et serrés.
Rosine a dit « Pourquoi m'avez-vous demandé de mentir ?» Et Laurent Vial a répondu « Pour protéger des intérêts ». Puis Rosine a répliqué « Vous avez protégé vos comptes, pas la vérité ». Antoine a interpellé « Vous avez essayé d'acheter des témoignages ». Et Laurent a nié « Ce sont des rumeurs ». Marcel a lancé « Nous avons des documents ». Et Madame Dupont a demandé « Pourquoi des paiements vers des comptes anonymes ?» Laurent a haussé la voix « Vous inventez des récits pour salir ». Et Camille a répondu « Nous avons enquêté ». Léa a crié « Nous exigeons une enquête impartiale » et le public a repris en chœur « Nous exigeons la vérité ». Les échanges ont tenu de la confrontation et de la catharsis, 8 à 10 répliques coupées, chaque phrase frappant comme un coup de marteau. 2 moments de tension se sont détachés, chacun détaillé avec soin. Le premier s'est produit quand la garde rapprochée de Laurent a tenté d'écarter une manifestante et que la foule a poussé en avant. Des secondes d'hésitation ont suffi pour que l'adrénaline monte, des cris interrompant la musique, des mains se tordant autour de pancartes, l'air se remplissant d'odeurs de transpiration et de détergent. Le second moment a été la confrontation verbale finale, où Laurent a menacé de poursuite et où Meudupont a répandu par une sommation publique, le froissement du papier de la sommation se mêlant au claquement des caméras. Ces 2 instants ont duré chacun suffisamment longtemps pour que l'émotion s'infiltre dans le corps des participants. À la fin, la foule a scandé « Nous ne sommes pas des ombres, nous exigeons dignité » et la phrase est restée comme un mantra. La réaction des élites n'a pas tardé et a pris la forme d'une riposte administrative et médiatique. Laurent Vial a engagé une procédure de diffamation, envoyant à Rosine et à plusieurs témoins des lettres recommandées menaçant de poursuite. Les avocats adverses ont ordonné la désactivation de certains comptes en ligne et des cabinets de communication ont lancé une campagne de discréditage, semant des rumeurs sur la crédibilité des témoins. Techniquement, la menace s'est matérialisée par une mise en demeure, précisant que toute déclaration non prouvée pourrait donner lieu à des dommages et intérêts et par la sommation de fournir des preuves sous 15 jours. Ce passage a créé une crise interne. Certains militants ont proposé de temporiser, d'autres de riposter sèchement. Des dialogues intenses ont eu lieu au sein du comité. Fatou a demandé « On se retire ou on continue ?» Et Marcel a répondu « On poursuit, mais avec prudence ». Claire a dit « Je crains pour ma boulangerie » et Nadia a soufflé « Ils peuvent frapper là où ça fait mal ». Ce doute a provoqué une fracture momentanée, mais l'appui d'organisations externes a permis de surmonter la panique. Des juristes bénévoles ont offert une stratégie de défense, des rédacteurs ont nettoyé les postes vulnérables et le collectif a mis en place un calendrier de réponse publique. La menace juridique a donc renforcé la nécessité d'une organisation structurée, pas d'une débandade sous la pression. Face à la crise, les acteurs se sont structurés. Des comités ont été créés. Le comité juridique, dirigé par Antoine et Meudupont, le comité média, piloté par Camille et Marcel, le comité logistique, conduit par Malik et Léa. Chaque équipe a reçu des tâches hebdomadaires. Le juridique devait rassembler documents et témoins, le média devait préparer dossiers de presse et interviews, le logistique gérait la sécurité des réunions et l'accueil des témoins. On a organisé des réunions tous les 7 jours dans la salle municipale, des ateliers de formation pour apprendre à témoigner et des sessions de premiers secours psychologiques pour soutenir ceux qui étaient épuisés. Les noms et rôles étaient distribués clairement. Antoine négociait avec les avocats, Fatou coordonnait les bénévoles, Claire récoltait des fonds locaux, Nadia assurait la liaison avec d'autres témoins, Mathieu gérait la ligne ouverte sur les ondes, Sophia préparait des vidéos. Le collectif Dignité centralisait les messages. L'énergie a changé, la panique a cédé la place à une stratégie et la stratégie a rendu la lutte soutenable. Il y avait une sensation d'espoir renouvelé, de discipline collective et d'une confiance qui se renforçait au fil des tâches accomplies. 1 mois plus tard, la situation avait déjà évolué. La première conséquence tangible fut la convocation d'une commission municipale pour examiner les pratiques d'emploi domestique des familles fortunées, une mesure concrète qui n'aurait jamais pris forme sans la pression publique. Rosine est retournée au café, mais cette fois, elle était accueillie par des voisins qui la saluaient avec respect. Le milliardaire a publié une brève rétractation partielle sur certains termes, sans admettre l'ensemble des faits, mais suffisamment pour laisser une ouverture. Le comité a obtenu l'accès à plusieurs documents bancaires, grâce à une procédure d'injonction, et Mame Dupont a déposé une plainte officielle pour corruption de témoins. Le collectif Dignité a lancé des permanences juridiques et le syndicat des travailleurs domestiques a commencé à établir une charte de bonnes pratiques pour le travail à domicile. Le mot hashtag Dignité Rosine continuait de circuler, mais les soutiens étaient maintenant aussi physiques, repas partagés, permanence d'aide au logement, fonds d'urgence.
Les témoignages recueillis ont montré que Rosine n'était pas une anomalie, mais la pointe visible d'un iceberg de pratiques peu scrupuleuses. 3 mois après l'affaire initiale, la pression avait pris la forme d'enquêtes plus larges. Une inspection du travail a ouvert des contrôles et plusieurs agences de placement ont été contraintes de rendre des comptes. Des articles d'investigation ont révélé des pratiques de contrats opaques et des clauses de confidentialité suspectes. Le procès potentiel de diffamation du milliardaire a été repoussé, mais la procédure de mise en examen pour corruption de témoins était engagée. Des rencontres avec des élus locaux ont abouti à la proposition d'une charte municipale sur le respect au travail, et plusieurs établissements publics ont annoncé la mise en place de formations pour sensibiliser aux droits des travailleurs domestiques. Rosine, qui avait d'abord souhaité rester en coulisses, a accepté de témoigner devant la commission municipale, accompagnée par Antoine et Mame Dupont. Son discours a été sobre, précis, ponctué d'exemples concrets. Les soutiens comme Claire, Léa, Malik, Fatou, Marcel, Camille, Mathieu et Sophia ont continué à jouer des rôles distincts et complémentaires. La vie quotidienne pour Rosine restait fragile, mais plus assurée. Elle disposait d'une allocation solidaire et d'un logement stabilisé par des voisins solidaires. 6 mois après, le paysage avait changé de manière mesurable. La commission municipale a publié un rapport recommandant des mesures concrètes, obligation d'un contrat de travail clair pour les emplois domestiques, accès facilité aux droits sociaux, mise en place d'un médiateur pour les conflits entre employeurs et employés, et formation obligatoire sur le respect et la dignité. Une petite amende administrative a été infligée à une société de placement liée à l'affaire, et une enquête pénale se poursuivait contre plusieurs personnes soupçonnées d'avoir participé à la corruption de témoins. Rosine a reçu une lettre officielle de reconnaissance de la mairie pour son courage civique et a été invitée à participer à des ateliers pour partager son expérience. Le collectif Dignité a cependant rappelé que la lutte ne s'arrêtait pas là. Il faut pérenniser les mesures et élargir la sensibilisation. La mobilisation a laissé des traces partout. Un réseau d'appui pour travailleurs domestiques, une petite caisse de secours, des formations régulières et une visibilité médiatique durable. La conclusion, malgré les coups personnels et les nuits blanches, contenait une lueur d'espoir concret. La dignité, désormais, avait des outils pour se défendre. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et dites-nous en commentaire si vous avez déjà été témoin d'une injustice similaire. Commencez votre message par « Je l'ai vu » et racontez en quelques lignes ce que vous avez fait ou ce que vous auriez voulu faire. Vos récits aident à montrer l'ampleur du phénomène et nourrissent les prochains épisodes. Ils servent aussi à construire une mémoire collective qui transforme l'indignation en action concrète. Vos mots peuvent protéger d'autres Rosines et inspirer des mesures locales réelles. Au final, la femme qui avait été payée pour mentir n'était plus seulement une victime isolée. Elle était devenue le point de ralliement d'une communauté qui a choisi de défendre la dignité. Rosine est revenue à ses gestes quotidiens avec une nouvelle posture. Elle plie le linge en sachant qu'elle a, par la force de sa parole, contribué à écrire une page de justice. La ville, qui d'abord a regardé l'affaire comme un potin de société, a fini par entamer des changements institutionnels. Les noms de ceux qui l'ont soutenu restent gravés dans ce récit. Léa, Malik, Sylvie, Antoine, Fatou, Marcel, Claire, Nadia, Camille, Mathieu, Sophia et le collectif Dignité. Il y a eu des pertes, des nuits sans sommeil, des menaces et des moments de découragement, mais il y a eu aussi des victoires concrètes et mesurables. Si vous voulez que d'autres histoires comme celle-ci soient racontées et amplifiées, abonnez-vous pour recevoir la suite et partagez cette vidéo. Ensemble, nous pouvons transformer l'indignation en justice, la honte en réparation et le silence en récit partagé. J'ai été payée pour mentir, a dit Rosine au début, et c'est en disant la vérité qu'elle a rendu à beaucoup la possibilité d'être entendue.